Dans cette grande édition du journal de la mi-journée sport, ouverture de la 7e journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa, FC Renaissance du Congo, match Sodigraphe en Olympique Club de Kinshasa sera face au Racing Club Impact. Le Football Club Renaissance va tenter de consolider son fauteuil de leader. Les femmes paysannes et rurales face au changement climatique, les femmes membres de la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable discutent sur le sujet afin de donner à la femme paysanne des notions essentielles pour bien jouer son rôle. Des contestations autour de la désignation de Corneille Nangaa, proposé comme successeur de l'abbé Apollinaire Malou Malou à la tête de la CENI. L'Église catholique dit s'être retirée du vote, faute de réel débat autour de cette candidature. Plus de 10 jours après la démission de l'abbé président de la CENI, on connaît maintenant le nom de son potentiel successeur. 7 de 8 confessions religieuses du pays ont proposé Corneille Nangaa à la tête de cette instance en charge d'organiser les élections. Le nom du remplaçant de l'abbé Apollinaire Malou Malou a été donc présenté hier au président de l'Assemblée nationale. Suivez. Ces hommes des dieux ne sont pas venus ce jeudi chez Aubin Minakou pour une séance d'intercession. Bien au contraire, ils sont plutôt là pour présenter au président de l'Assemblée nationale le nom de leur candidat à la succession de l'abbé Apollinaire Malou Malou à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. La composante confession religieuse de la société civile a jeté son dévolu sur Corneille Nangaa, actuel secrétaire exécutif adjoint de la centrale électorale. Un choix fait sur base d'un critérium précis. Lorsqu'il y a de telles choses, on les fait par consensus. C'est ainsi que le nom de Corneille Nangaa, qui était sorti par consensus. Le fait qu'il y a un consensus qui s'est dégagé autour d'une personne qui remplit les conditions que nous avons imposées, les conditions politiques, spirituelles, morales, et techniques aussi. Alors nous avons dit, nous tombons sur cela. Parce que Dieu peut nous montrer les choses même que nous ne connaissons pas. Reste que ce nom soit entérimé par l'Assemblée nationale avant la nomination du concerné par le chef de l'État. Dans l'optique de la mise en œuvre du programme. Première réaction, celle de la conférence épiscopale nationale du Congo. Son secrétaire général, l'abbé Léonard Santédi, lors d'une conférence de presse, fait observer que l'Église catholique s'est retirée du vote, regrettant qu'il n'y a pas eu de réel débat autour de cette candidature. On écoute le prélat catholique, l'abbé Léonard Santédi. Nous considérons qu'il n'y a pas un jeu franc dans la plateforme il n'y a pas eu un jeu franc dans la plateforme de confession religieuse. L'histoire s'est répétée comme lors de la désignation de notre frère, l'abbé Apollinaire. Et donc nous avons un groupe qui en amont a déjà décidé d'un candidat, et ce groupe est 7 confessions. Et quand vous arrivez à 7 contre 1, et donc vous ne pouvez même plus faire un choix. Et donc, c'est pourquoi nous disons que les choses ont été décidées pour nous en amont. Le vote n'était pas un vote. Voilà pourquoi l'Église catholique a refusé d'entrer dans ce qui semble être une parodie des désignations. Hélas, on peut se poser la question, pourquoi c'est là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi? Nous ne savons pas. Mais toujours est-il que, pour nous, il ne fallait pas participer à une telle désignation. Face à face jeudi entre le ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières, Administration du territoire et sécurité et les députés provinciaux de Goma, Valérien Balou a apporté des éléments de réponse à la question orale avec débat lui adressée par le député provincial Jaribou Mouliwayo, élu de Béni, au sujet de la sécurité, la problématique des déplacés internes, le mouvement des populations du Nord Kivu vers les pays voisins et tant d'autres questions. Pour le ministre provincial de l'Intérieur, dans sa réplique devant les élus provinciaux ce jeudi, la question des frontières au Nord Kivu, la sécurité, le mouvement des populations et tant d'autres relèvent de la compétence du gouvernement central. Le grand problème, c'est que l'honorable député voulait qu'on descende à Saramboué et à Lubiria.
On a dit que ça n'est pas de notre compétence. L'idée du problème, c'est ça. Donc, nous, ça ne nous inquiète pas, on est toujours déjà habitués à ça. On va nous poser l'interpellation, ça va encore répondre. Parce que de temps en temps, il y a le moment où on parle les langages d'ici. Donc, on n'a pas posé des questions en matière de la province. Il fallait que je vende maintenant les questions qu'on ne m'a pas posées. C'est ça le problème. Les questions concernaient les limites, les mêmes réponses que le gouverneur a données. Vous avez suivi que c'est irresponsable de répéter les réponses du gouverneur. Alors, moi je peux contredire ou inventer les réponses en dehors de ce que le gouverneur a dit. L'initiateur de cette question orale avec débat pense que le ministre de l'Intérieur ne maîtrise presque pas les matières ayant trait à son ministère. Les réponses du ministre prouvent qu'il n'est pas à la hauteur de sa tâche. Vous avez vu les questions qu'on lui a adressées. C'était sur l'ordre public. Il est ministre de l'administration du territoire, de l'ordre public, des affaires coutumières, mais aussi de la reconstruction. Alors, à un ministre comme ça, on lui pose la question sur le mouvement des populations dans les territoires donc les Nord Kivu, mais il vous dit c'est dans les compétences du gouvernement central. On lui pose la question sur la sécurité à l'intérieur de la province, à Walikale, à Masisi, à Rutshuru, à Beni, à Lubero, à Nyiragongo et dans les villes. Il vous dit c'est dans les compétences du gouvernement central. Tout, les frontières qui sont torpillées un peu partout. Au niveau de la province, à Kassindi, à Sarambu et un peu partout, ce qu'ils sont en train de faire ici, à Goma. On lui a posé des questions comme ça, il vous dit c'est dans les compétences du gouvernement central. Et là, je me pose la question, est-ce que ce ministre connaît la teneur ou la portée du département qu'on lui a donné? Notons que cette question orale avec débat, initiée par l'honorable Jaribou Mouliwavio depuis l'année passée, portait sur la problématique des camps de déplacés, la sécurité, les mouvements des populations du Nord Kivu vers les pays voisins et tant d'autres. Poursuite des échanges entre les spécialistes de la pédiatrie du Congo et de l'Afrique noire francophone. Ce sera donc 3 jours de congrès au cours duquel la situation de l'enfant africain sera mise en exergue. Plus de 100 pédiatres de Kinshasa, des autres provinces de la RDC et de l'étranger prennent part à cette rencontre. Christian Elongo, reportage. Nous les enfants, nous avons besoin de beaucoup de pédiatres dans nos pays d'Afrique. J'avais des crises d'asthme à répétition. J'avais tellement mal que je demandais à ma mère, « Maman, est-ce que j'arriverai au matin ?» Ces cris d'enfants traduisent toute la détresse qui ne devait pas être une fatalité. Cette alarme a ouvert ce 7e congrès de la Société des pédiatres du Congo, couplé au 7e congrès de l'Association des pédiatres d'Afrique noire francophone. Signal donné par les plus vulnérables. Ces doubles congrès en justifient les thèmes « Survie de l'enfant africain » Où en sommes-nous au 3e millénaire? Nous pouvons nous imaginer les peines, pas seulement des parents de la société, et ce que perd la société, le pays, le continent, lorsque un bon nombre d'enfants n'arrivent pas à atteindre l'âge de 5 ans. Selon les chiffres, 70% des 11 millions d'enfants qui meurent dans le monde sont africains. Ils perdent la vie à cause des pathologies telles que la diarrhée, les paludismes ou encore l'infection néonatale. La recherche et l'expérience montrent que sur près de 11 millions d'enfants qui meurent chaque année, 6 millions pourraient être sauvés par des mesures simples, rentables, éprouvées, comme la vaccination, l'utilisation des antibiotiques, la supplémentation en micronutriments, les moustiquaires traités à l'insecticide et l'allaitement maternel cher à votre serviteur. Cette rencontre va permettre aux pédiatres de redoubler leurs efforts afin de réduire davantage les taux de mortalité infanto-juvénile en RDC comme en Afrique. Si la réduction du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est passée de 158 décès pour 1000 naissances vivantes en 2010 à 104 décès en 2013, je suis convaincu que le pédiatre que vous êtes, vous y avez joué un rôle important. Les recommandations sont donc attendues ce 24 octobre, jour de la clôture de ce 7e congrès. Peut être un atout
Un peuple grand pour une grande nation, telle est la vision politique du parti politique courant des démocrates rénovateurs, une vision à lire et à comprendre dans un ouvrage qui vient de paraître et dont la présentation a été faite hier. Des idées conçues et coulées dans l'ouvrage intitulé « Un peuple grand pour une grande nation » constitue la vision politique du parti politique de l'opposition courant des démocrates rénovateurs. Présenté ce jeudi, constitué des 5 chapitres, cet ouvrage de 95 pages se veut une importante contribution quant à l'alternance, la démocratie et l'espoir du Congo de demain. L'homme politique vient pour l'apostolat. L'homme politique vient pour rendre un service et non pour se servir lui-même. Donc la démocratie bat de l'aile, parce que le processus électoral lui-même bat de l'aile. Il faut repenser notre démocratie. On a un vrai défi de gouvernance dans le pays. On a un vrai défi de consolidation de la démocratie. On a un vrai défi de climat des affaires. Des institutions passant par les sociales, le développement et les finances, ce bilan évaluation apporte une réponse au regard des richesses dont regorge le pays et le paradoxe vécu. L'État qui protège les investissements privés, l'État qui protège les travailleurs au public comme au privé, l'État qui protège les chômeurs, l'État qui protège les faibles, l'État qui protège les retraités. Donc, nous considérons que cet élément fondamental qui permet de poser des bases pour le développement du pays doit être repensé. Ce parti de l'opposition cher à Jean-Lucien Boussa, député national, propose tout de même certaines pistes de solutions, notamment la réforme dans différentes institutions. Infrastructure, le ministre Fridolin Kaswechi continue sa tournée d'inspection dans de nombreux chantiers dans l'ex-province du Katanga pour évaluer l'état d'avancement des routes provinciales dont les travaux ont été lancés récemment. La route provinciale 617 qui va de Luambo à Mitwaba puis Manono se transforme au jour le jour. Les 21 premiers kilomètres sont désormais en bicouche. Et pour l'ouvrir entièrement au trafic, sur les 500 km qui la composent, le ministère en charge des travaux publics y a initié une réouverture avec une stabilisation à la latérite. Crexet, la firme chinoise qui a reçu mission du gouvernement de la République de la maintenir en état, est à pied d'œuvre. Des ponts sont construits, des dallos et d'autres buses sont également placées. Fridolin Kaswechi, ministre des tutelles, en compagnie de plusieurs collaborateurs, a longé cette route jusqu'à Bunkeya, où se localise désormais le chantier. Sur cette route, la conduite est plutôt appréciable. L'on atteint presque les 120 km à l'heure, un idéal pour une route en terre. Plusieurs arrêts ont été effectués par la mission afin d'apprécier le travail de réouverture et de rechargement qui s'y pratique. Fridolin Kaswechi s'intéresse particulièrement au niveau de vie qui entoure la route. Une baisse de productivité s'y est constatée et des efforts doivent être fournis pour que la route serve au final à quelque chose, vu l'investissement qui y est consenti. Cet investissement se mesure notamment par le sérieux de l'installation de la firme Crexet qui est basée à une dizaine de kilomètres de Bunkea. On y trouve énormément d'engins et une fabrique de buses bien consolidée. Cette base vie témoigne du sérieux et de l'importance du projet qui au final devra atteindre Mitwaba puis Manono à 500 km de Luambo. L'objectif est de rendre la fluidité à la circulation sur ce tronçon de la RP 617 qui interconnecte les 4 provinces issues de l'ancien Katanga en maintenant les 2 pôles de développement de cette partie du pays, soit le pôle minier et le pôle agropastoral. La même visite a permis au ministre Fridolin Kaswechi de se rendre compte des efforts de remise en état de la route nationale numéro 39 qui va de Lubumbashi à Likasi grâce aux frais issus de la concession de cette route. Nous vous le disions en titre, durant 2 jours, les femmes membres de la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable pour la sauvegarde de l'environnement se forgent pour les missions des terrains à l'intention des femmes paysannes et rurales face au changement climatique. Ceci permettra à ces dernières de partager les notions acquises sur le terrain et à la paysanne de bien jouer son rôle. Elles sont toutes membres de la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable.
Unie comme une seule femme, ces passionnées de l'environnement se disent déterminées à donner le meilleur d'elles en vue de la sauvegarde environnementale. Cette vision se décline par la formation des formatrices qui comptent dupliquer les notions acquises auprès des femmes rurales et paysannes. Le processus RED+, tendant vers sa phase d'investissement. Nous attendons qu'on ait des femmes capables formatrices qui vont maintenant le dupliquer. C'est ça les résultats attendus, qui vont dupliquer les matières apprises de sauvegarde environnementale sur le terrain. Parce que maintenant, là, nous tendons vers la mise en place des phases d'investissement de la RED+ au pays. Et alors, ces phases-là demandent qu'on ait des séances de formation, de sensibilisation, d'éducation et de changement de comportement. Et pour ça, ça demande qu'il y ait un groupe de femmes sur le terrain maintenant pour aller maintenant dupliquer les matières qu'on va apprendre ici. Ces femmes de terrain pourront, après partage d'expériences et connaissances, faire face au changement climatique et jouer convenablement leur rôle. C'est avec le changement climatique et avec ce phénomène, nous devons maintenant adapter notre façon de cultiver. Donc nous devons améliorer notre façon de cultiver en apprenant des nouvelles méthodes d'agriculture durable. Et cette femme rurale, comme c'est la femme nourricière de nos foyers, elle doit aussi apprendre. Et là, ce rôle-là d'apprendre, son rôle est très capital de jouer, d'apprendre les nouvelles méthodes d'agriculture pour continuer son travail du quotidien. C'est un processus déclenché. Déterminées, ces femmes annoncent étendre la vision en vue de gagner Paris. Et parmi les partenaires, nous citons le Fonds mondial pour la nature et la coordination nationale RED. Focus sur la fièvre typhoïde, bien qu'étant l'une des maladies les plus répandues au sein de la société congolaise, mal soignée, elle peut évoluer jusqu'à conduire à une intervention chirurgicale lorsque la maladie connaît une perforation intestinale. Pourtant, le respect strict des principes demeure à nos jours l'un des moyens efficaces pour lutter contre cette pathologie qui a fait partie des maladies des mains sales qui semblent être négligées par les Kinois. C'est très difficile de faire attention au lavage de mains, surtout pour nous qui passons beaucoup plus de temps au travail qu'à la maison. Nous savons qu'il y a beaucoup d'inconvénients à ne pas respecter la pratique de lavage de mains. Mais que faire? Nous oublions parfois. Des propos qui justifient ces comportements favorisant la recrudescence de la fièvre typhoïde en République démocratique du Congo. Le non-respect de principes d'hygiène contribue à l'augmentation du taux de mortalité lié à ces maladies dites de mains sales à près de 30%. La fièvre typhoïde, c'est une maladie causée par une bactérie qu'on appelle le salmonella. Généralement, les signes, c'est comme des signes banaux, comme on peut parfois confondre à la malaria, avec une fièvre continue, permanente, avec une fatigue intense associée à cela, douleur abdominale, fièvre et autre chose. Là, nous pouvons dire que le malade, on peut dire qu'on est en phase de voir une malade faisant la fièvre typhoïde. Mais le diagnostic n'est pas seulement clinique. Le diagnostic de la fièvre typhoïde, c'est surtout en faisant l'hémoculture. À Kinshasa comme à l'intérieur du pays, la fièvre typhoïde fait rage. En toile de fond, la précarité caractérisée par un déficit d'hygiène de vie et environnementale. La plupart de personnes sont infectées après avoir consommé des aliments ou de boissons ayant été manipulés par un sujet malade, porteur du microbe salmonella, ou encore par l'eau contaminée. Et cela se transmet généralement, la transmission est orofécale. Je veux dire que ça se transmet par les matières fécales et au niveau de la bouche de l'homme. Alors, on est contaminé lorsqu'on va faire les selles, on n'a pas bien nettoyé les mains, et puis on vient saluer quelqu'un, donc la personne qui vous touche, et parfois il met la main dans la bouche, ou alors il veut manger un pain sans se laver les mains, et puis il est contaminé comme ça. Ou alors on n'a pas lavé les mains, on n'a pas salué les gens, mais on a touché le poignet de la porte, et le petit frère ou notre personne touche le même poignet de la porte, et il prend les germes que vous avez déposés là, et il peut manger ça. La prise en charge de cette pathologie, une autre paire de manches, surtout dans le contexte quinois où l'automédication, le manque d'information et l'amateurisme gagnent du terrain. Le constat fait est que le diagnostic de la typhoïde est devenu presque monnaie courante, faisant ainsi le bonheur de certains professionnels de la santé qui les diagnostiquent parfois à tort.
Toujours en santé, sachez que la première dame de la RDC séjourne depuis quelques jours dans l'ex-province du Katanga. Olive Lembe-Kabila est allée reconforter les patients qui ont subi des opérations chirurgicales lors de la deuxième campagne présidentielle lancée au profit des personnes ayant des becs de lièvre. Marie-Olive Lembe-Kabila, première dame de la République démocratique du Congo, continue à faire le suivi des malades internés pour la deuxième phase de récupération de la campagne présidentielle. Un réconfort pour les patients de la traumatologie, des césarisés et 33 femmes pour les cas des prématurés qui ont vu leurs factures honorées par l'épouse du chef de l'État. En tout cas, je remercie beaucoup maman Olive Lembe. C'est un geste que je ne croyais pas. Mina famwe nje mhospitali shikona nataka kunikombola leo tu dimanche tunashtukia bantu leta biko mena kuturipia hospitali, vraiment Mungu ambariki sana. Un geste qui soulage l'administration de l'hôpital Jason Sendwe. Quand la distinguée première dame a pris en charge ce genre de malade, vraiment ça a été un soulagement et pour eux et pour nous. Marie-Olive Lembe-Kabila visite les différents pavillons dont la maternité, la chirurgie femme et la chirurgie infantile. Quelques goitreux venus pour les pansements ont eu la grâce de rencontrer leur bienfaitrice à leur grande satisfaction. Interpellés par la presse au sujet de la poursuite des travaux de réfection de l'hôpital général Jason Sendwe lancé par l'ex-gouverneur Katumbi, la première dame de la République démocratique du Congo rassure. Je comprends le fond de ta question, parce qu'à l'époque, on a eu à déclarer par, nous tous qui étions présents, entre autres l'ex-gouverneur Katumbi qui nous a quittés malheureusement. Mais je veux signaler que peu importe que nous mourons ou partons, l'État continue à fonctionner. Bien sûr, mon rôle là-dedans est de suivre et de m'assurer que cette promesse-là soit réalisée. Un soulagement pour les Katangais qui croient en la détermination du couple présidentiel. En sport, le football club Renaissance du Congo joue en seconde rencontre contre l'AC Sodigraph dans le choc des extrêmes en 7e journée d'entente provinciale de football de Kinshasa. La première rencontre opposera l'Olympique Club de Kinshasa au RC Impact. Les deux rencontres se joueront au stade Père-Raphaël de la Kétule. Le leader Lyon Charbonnier a suspendu sa collaboration avec le club congolais de Sa Majesté Sangabalende. Cette décision a été prise de concert avec les dirigeants du club sang et or de Mbujimayi suite à des problèmes familiaux. L'ex-champion du monde français n'a livré que 2 matchs avec le club et a enregistré 2 victoires. On écoute Vincent Goy, chargé de communication de Sangabalende. Sa Majesté Sangabalende va devoir se passer des services de son entraîneur français Lionel Charbonnier. Les raisons évoquées, une situation familiale préoccupante qui oblige le technicien français à s'éloigner de son club qu'il a pris en main il y a à peine quelques mois. Le staff local qui travaillait avec Charbonnier, composé essentiellement de Sibé Chidibi, qui est une ancienne gloire du club, et Ndonda, qui a récemment pris sa retraite, qui a suivi des formations sous le financement du club. Les deux là continuent de faire leur travail. Charbonnier a dirigé 2 matchs que nous avions gagnés, les 2 premiers matchs du championnat. Mais nous sommes actuellement, je crois, à la 6e journée et que le club a aligné 5 victoires et 1 nul. Un prestigieux nul qu'ils viennent d'arracher contre Mazembe, c'était hier. Ça veut tout simplement dire que la santé du club est très encourageante. Malgré le départ de M. Charbonnier, c'est vrai, les joueurs étaient forcément déçus. La relève sera assurée par le staff présent en Mbujimayi et compte garder la conduite amorcée par le club depuis le début de la saison. Ce n'est pas de la faute du club que Charbonnier est parti. Le club a démontré toute sa bonne foi. Le club a respecté scrupuleusement le contrat tel qu'il avait été signé. Et l'existence de ce contrat démontrait déjà la volonté du président sponsor, celle de faire en sorte que Charbonnier soit avec nous pendant les 2 ans de contrat minimum.
On ne pouvait pas obliger M. Charbonnier de rester avec nous dès lors qu'il ne se sentait pas à l'aise, selon lui. Ou bien, s'il aurait trouvé d'autres raisons familiales quand il est rentré chez lui. Parce qu'il m'a toujours rappelé qu'il est en France avec sa femme et ses 2 enfants. Les restes, les membres de sa famille, sont dans un autre pays de l'Union européenne. Sa femme étant dans le coma, jusqu'au moment où j'ai parlé avec lui il y a 2 jours. La femme est toujours dans le coma. Ses enfants ont, pour le premier, environ 17 ans, pour la deuxième, environ 12 ans ou 13 ans, 15 ans. Ils vont à l'école. Est-ce que Charbonnier n'a pas peut-être vu que la vie de ses enfants était en danger en l'absence de sa femme qui est dans le coma et que la famille étant a priori une affaire primaire, c'est-à-dire un besoin primaire, avant toute chose, c'est d'abord la famille. En dépit de cette situation, le club rouge-jaune de Mbuji-Mayi reste la meilleure équipe de ces débuts de saison en Linafoot, puisque les Angélessins sont à la tête du pôle Sud-Centre-Sud devant le tout-puissant Mazembe. Fin de ce journal, merci de rester branché au 341 sur le bouquet Canal 7.